Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Voyage en cartothèque, le 6e épisode déjà. Et si je poursuis mes analogies avec les arcanes majeurs du tarot, on tombe sur la carte des amoureux. Et c'est pourquoi je suis hyper ravi de recevoir Jérôme et Mathieu de la marque Tsae aujourd'hui sur ce Voyage en cartothèque. Jérôme et Tsae, ils sont ensemble à la ville comme à la scène. Ils vont pouvoir nous raconter comment ils arrivent à articuler leur métier de moldu, entre guillemets, mais aussi tout le travail qu'ils fournissent au sein de la marque Tsae. Jérôme et Mathieu, bonjour et bienvenue. Salut Nico. Salut Nico. Comment vous allez ? J'ai envie de vous demander comme ça déjà. Comment ça va ? Il va falloir qu'on se regarde pour parler parce que du coup, pour pas parler en même temps. En tout cas, moi, je suis super content d'être en ta compagnie et en compagnie de Mathieu parce que c'est rare qu'il fasse cet exercice-là. Alors oui, pour les auditeurs, du coup, c'est Jérôme qui vient de parler. Donc, voilà, donc il va falloir identifier la voix. Attention. Et donc Mathieu, comment tu vas, Mathieu ? Ça va très bien, merci. Et toi ? Ça va, merci. Je suis ravi de vous avoir avec moi au sein de ce voyage. Déjà parce que vous êtes deux hommes et je trouve que c'est cool d'avoir un peu de vision masculine dans l'univers du tarot, qui est, c'est une réalité très très féminin, comme toutes les sphères spirituelles et ésotériques. Ça, c'est aujourd'hui très féminisé. Ça c'est un autre débat, on va pas rentrer là-dedans, mais donc moi je suis content de pouvoir aussi donner la parole et un peu de visibilité à des hommes dans ce milieu-là. Voilà, et puis je suis ravi d'avoir un couple pour la carte des amoureux, je trouve ça très chouette. En plus la Saint-Valentin approche, et je crois que vous avez d'ailleurs au sein de Tsae une petite des petites choses pour la Saint-Valentin, non ? Ça me fait penser. Alors, l'idée, c'est que normalement, on aurait dû travailler la fête de Saint-Valentin mieux. Mais encore une fois, on est à la bourre de tout. Non, là, on a sorti quand même un bijou qui regroupe un peu ce qu'on aime faire au sein de Tsae, donc créer des bijoux, créer des encromancies, créer des tirages de cartes, enfin accompagner avec des tirages de cartes. Donc en fait, on a réuni ça sous la forme d'un bijou spécial Saint-Valentin. Ouais. Mais ça, c'est la seule chose qu'on a créée pour la Saint-Valentin. C'est déjà pas mal, c'est déjà bien. Et d'ailleurs, alors tu as commencé, Jérôme, à en parler, au sein de Tsae. Donc Tsae, c'est votre marque, c'est votre boutique. Vous regroupez au sein de cette marque énormément d'activités, énormément de propositions. On va faire, pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas encore, un petit tour d'horizon peut-être de tout ce que vous faites, déjà dans vos activités peut-être personnelles, individuelles, et dans toutes vos activités au sein de Tsae. Bon, vous avez le temps. Donc, allez, je commence. Ouais, vas-y. Allez, je commence. Donc, moi, c'est Jérôme. Donc, à la base, je suis infirmier, donc de formation. J'exerce ça depuis 23 ans maintenant. C'est pas dire mon âge. Donc voilà, et je suis au bout de 10 ans d'années d'exercice d'infirmier, je me suis dit non, je peux pas continuer à soigner des gens comme ça. Il y a quelque chose qui bloquait en moi. Et je me suis dirigé vers les accompagnements un peu plus holistiques. Je mets des guillemets quand j'emploie des termes un petit peu comme ça galvaudés, donc je vais y mettre des guillemets. Mais voilà, je me suis formé à l'hypnose, à l'EFT. J'ai commencé à accompagner donc différemment que le soin traditionnel infirmier. Et c'était pas suffisant parce que je pense être de nature hyper créatif et j'aime bien toucher à tout et faire de mes mains. Et donc j'ai voulu donner à ma création, à ma créativité un sens utile. Pour moi qui l'a fait, parce que forcément comme c'est moi qui le fais, c'est utile pour moi, en tout cas dans mon bien-être, dans mon épanouissement, mais aussi que ça parle aux autres et que ça donne une utilité à ceux qui vont pouvoir utiliser ma création. Donc ça c'est la naissance de Tsae. Et puis comme on était à deux et à deux passionnés des mêmes choses, on s'est regroupés. Voilà, ça c'est pour mon activité de moldu, comme tu disais, et mon activité autour de Tsae, c'est ça, c'est créer du bien-être. J'aime bien dire ça. En fait, je crée du bien-être, que ce soit des produits, des services, et chaque chose que je crée dans mon leitmotiv, dans pourquoi je crée, pour que ça soit utile aux autres. Sinon, je crée pas. Enfin, je crée, mais je l'expose pas chez Tsae en tout cas. Voilà, pour ma part.
Et pour ce qui me concerne, ben moi avant j'étais un petit peu dans tout ce qui était comptabilité, assistant de gestion, où j'ai pas forcément trouvé l'épanouissement. Donc j'ai fait une reconversion comme aide-soignant, où j'ai été un petit peu plus de 10 ans aide-soignant, principalement en gériatrie. Et au bout, on va dire, de 8 ans, j'ai commencé à avoir des petits signes de burn-out. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai un peu tombé dans les cartes, hein. Le matin, j'avais besoin d'une petite guimauve qui fasse du bien avant d'aller travailler, avant de voir tout ce que j'ai vu. Et donc, je voyais quelqu'un qui faisait des guidances très guimauve, très rose, très très bonbon. Et après, je me suis dit, bah tiens, ces cartes-là, ça me parle un peu. Et du coup, bah je suis tombé dans le tarot. Et puis, comme Jérôme a expliqué, bah ouais, il y a une volonté d'être utile aux autres, de faire sens dans ce que l'on fait. Et quand Jérôme a eu cette envie d'entreprise, bah je me suis forcément associé avec lui. En fait, ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas eu de est-ce que tu veux venir avec moi? Bah non, ça s'est fait comme ça. Et en même temps, on s'est rassemblé nos compétences. On a un petit peu divisé le travail dans nos points forts respectifs, en fait. Donc Jérôme, tout ce qui était création, moi tout ce qui était un petit peu administratif, et puis tout ce qui était un peu logiciel, site internet, et puis aussi Tout ce que j'aime pas tout faire. ce qu'il n'aime pas faire. Et puis parfois aussi un petit peu de cadrage dans sa créativité. Voilà comment on fonctionne au sein de Tsai. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Mathieu, tu as commencé à aborder la découverte de la cartomancie. Mais déjà, je voulais revenir sur Tsae. Est-ce que ça a une signification, ce nom de Tsae, T-S-A-E-Y? Quand est-ce que, si vous avez une date, à peu près une période, vous vous êtes lancé là-dedans? Et est-ce que depuis quand vous vous connaissiez, peut-être avant de vous lancer dans cette aventure professionnelle, en plus de vous être lancé dans cette aventure de vie? Ouais. Oh, nous, ensemble, on est en couple depuis 2009, donc on va attaquer 15 ans de vie de couple. On dirait pas, mais oui. Ouais, 15 ans. C'est arrivé en 2016, je crois, Ouais. enfin les prémices Les de prémices, Tsae. ouais. On savait qu'on voulait créer une marque, on voulait créer une marque de bien-être. À la base, on voulait créer une marque de bien-être orientée vers le vêtement parce que je suis toujours passionné de stylisme et de création textile. Donc voilà, ça c'était mon envie de devenir un grand, grand créateur de mode. J'ai laissé tomber l'aventure entre deux. Mais voilà, et l'idée de Tsae, donc, elle est arrivée par le vêtement, qui était proposé avec la micro-encapsulation d'huile essentielle. Donc, en fait, on pulvérisait des huiles essentielles sur le vêtement qui délivraient toute la journée les huiles essentielles. Bon, comme t'as vu, on n'est pas très grand vendeur, on n'est pas très pro du marketing, ça a fait un flop. Même si l'idée était plutôt intéressante. En tout cas, on croyait que c'est l'été. Bon, enfin voilà, bref, on a fait un flop. Mais pour revenir à ta question, de Tsae, c'est venu un dimanche soir en regardant la télé et on a regardé Avatar. Et dans Avatar, ils font avec leur queue, ils se connectent à la nature, entre eux et tout ça, et ils disent ça et nous, faire le lien en fait. Et comme c'est nous notre motif, notre envie, c'était de faire le lien entre le monde de l'esthétique à l'époque, c'était le vêtement, tu vois, donc quelque chose de très mode, de très visuel, avec l'intérieur, le bien-être et tout ça, les émotions. Donc ça faisait sens d'utiliser le mot Tsae pour définir notre marque, pour nommer notre marque. Super intéressant, merci. Mais du coup, vous êtes resté quand même dans ce milieu esthétique, artistique avec le bijou. Alors, c'est plus du textile, c'est du bijou. Ouais. Comment s'est fait cette bascule? Bah, c'était lors d'un shooting photo pour notre collection textile, et c'est là où on a vu qu'on était bon pour, je sais pas. On était peut-être meilleurs pour les bijoux que pour les vêtements. Non. Mais en fait, je cherchais pour la collection des bijoux qui rentrent dans l'esthétique de ce que je voulais donner au shooting, et je ne trouvais pas. Et du coup, j'ai dit bon, tant pis, je voulais quelque chose de très brut, inspiré du brutalisme. C'est un courant bon bref, de bâtiment, du brutalisme, donc l'utilisation du béton, de quelque chose de brut, de massif. Et donc du coup, j'ai commencé à travailler autour du béton, des bijoux.
Bon, et en fait, je me suis aperçu que c'était une matière poreuse, on pouvait y mettre des huiles essentielles. Donc ça déjà, la réflexion était intéressante, mais pas poussée. Et pendant le shooting, le modèle a voulu les bijoux, la photographe a voulu les bijoux. Alors bon ok, super. Et puis on s'est dit effectivement, tant qu'à faire des bijoux, autant les proposer à la vente. Donc on a commencé à les vendre et il y a eu un petit engouement. Enfin en tout cas en termes de localité, parce que nous on travaillait beaucoup en local à ce moment-là. Et voilà. Et après, j'ai peaufiné le truc du béton parce que le béton, dans le temps, ça ne tenait pas. Donc voilà, il a fallu maintenant réinventer ce système d'absorption de pierres absorbantes. Enfin, voilà. Donc c'est toujours une expérience qui nous amène sur une autre chose, qui nous amène sur notre expérience. En fait, on fonctionne un peu comme ça. On a très peu de. En fait, on a toujours été sur l'expérimentation et l'amélioration en fait de Tsae, parce que c'est vrai qu'au départ, Tsae c'était pas du tout ce qu'elle est maintenant. Donc, ouais. Et ça évolue encore. Nos visions, nos envies créatives évoluent encore, et c'est ça qui est intéressant dans notre développement. C'est le côté agréable de notre marque, en tout cas, de notre travail en collaboration. C'est que on se laisse tout le temps porter par l'inspiration, par la proposition du moment. Et après, on va plus loin et du coup, ça amène à une autre réflexion et voilà, jusqu'à en venir à créer des encens liquides à la base. Bon, alors, je travaillais les huiles essentielles, ça encore en off, mais à la base, j'étais pas prédestiné à créer ça, quoi. Mais pourtant, c'est ce qui... Alors, moi, c'est effectivement à travers les encens liquides que vous avez commencé à créer en partenariat avec Iéna, Ouais. Sol Shadow Tarot. Autour de ces dames de la cartomancie traditionnelle, moi, c'est par ce biais-là que je vous ai connu. Est-ce que ça a été vraiment un boom pour Tsae, ces encens liquides? La collaboration avec Iéna était un boom. Les encens liquides, ça a été la possibilité de mettre en avant notre savoir-faire dans la création olfactive, mais c'est surtout la collaboration avec Iéna qui a été un boom. Ça, c'est une évidence et on la remercie intérieurement tous les jours. Je me joins à vous, puisque Iéna a aussi contribué à un certain boom du Salon des Arcanes. Donc, effectivement, même si elle n'aime pas qu'on lui prête ce rôle-là, elle a quand même un rôle d'influence assez important. Ouais, donc, mais avec Iéna, on le sent pas le rôle d'influence, c'était vraiment une collaboration pour s'amuser à créer quelque chose sur des visions communes et voilà, il n'y avait pas de notion de business, c'était vraiment allez, viens, on s'amuse, on fait ça, quoi. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, il n'y a pas du tout de notion... Après, business, parce que forcément, à un moment donné, il faut bien gagner sa vie, comme on dit. Ça nous profite, mais en tout cas, elle ne le fait pas pour ça, et elle ne le fait pas contre rémunération ou contrepartie, pas du tout, elle le fait vraiment par plaisir, par passion et par amitié, je pense. Donc, comment ça s'est fait d'ailleurs, cette collaboration ? En fait, à la base, moi, j'écoutais Iéna, j'écoutais ses vidéos, je rigolais bien, où elle faisait ses tirages de cartes, et c'était au moment du confinement où elle avait lancé un appel aux commerçants locaux qui avaient un petit peu de mal à se faire connaître par rapport à l'épidémie, et du coup elle avait dit vous pouvez faire une petite capsule et vous l'envoyez, moi je la diffuse à la fin de ma vidéo YouTube. Donc j'en parle à Jérôme, puis je lui dis qu'est-ce que t'en penses? Il dit pourquoi pas. Bon, me voilà faire la petite capsule, et donc je lui ai envoyé, elle l'a diffusée, et puis on a eu un moment, une période où ça n'arrêtait pas de faire ding 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 sur le site internet, et on a eu beaucoup de commandes, mais ce qu'on savait pas, c'est que Iéna avait fait un achat qu'on savait pas comment elle s'appelait, donc et elle a fait une petite review des bijoux, des huiles essentielles, du concept, et ça a fonctionné, quoi. Donc de base, voilà, elle nous avait quand même aidé une première fois, sans nous le dire, elle nous a aidé une deuxième fois parce qu'elle a été elle a trouvé que le produit qu'on proposait était intéressant, et puis après voilà, de fil en aiguille, elle a pensé à nous parce qu'elle avait envie d'utiliser des huiles essentielles pour faire ses tirages de cartes, et elle a pensé à nous pour faire donc les 4 dames. Donc ça s'est fait plutôt naturellement aussi, donc
Surpris, hein, je t'avoue que quand elle nous l'a proposé, j'étais un peu surpris parce que je pense qu'elle aurait pu. Enfin voilà, après notre problème de légitimité est toujours un petit peu présent et que je me dis qu'elle aurait pu trouver des gens peut-être beaucoup plus compétents, mais en tout cas voilà, alors, elle nous a fait l'honneur et le privilège de vouloir faire ça avec nous et on a été contents parce que bah voilà, elle nous a ouvert une autre porte en fait. J'ai vraiment envie d'approfondir le sujet des dames parce que vraiment, c'est un projet, je vais parler à un titre personnel, de très réussi. Déjà en termes de visuel, de packaging, d'illustration, c'est magnifique, ces petits flacons noirs avec cette illustration en noir et blanc, le petit médaillon, le petit macramé, et puis après les odeurs sont juste, les synergies, les odeurs sont juste incroyables, les mélanges, enfin c'est vraiment un voyage, on est dans un podcast qui s'appelle Voyage en cartothèque, là c'est vraiment aussi un voyage à part entière. En Donc, cartothèque olfactif. exactement, voilà, le lien est fait. Non, non, vraiment, moi, j'adore vraiment ces dames-là. Hein. D'ailleurs, je vous ai pris les 5 au Tarot Festival. Dès que, même avant d'arriver au Tarot Festival, je vous ai dit, mettez-moi les 5 de côté, surtout, je veux repartir avec. Donc, j'aimerais bien qu'on approfondisse cette création. Comment vous avez relié l'énergie, j'imagine, la vibration des dames des cartes à jouer, ou en tout cas le ressenti, c'était celui d'Iéna peut-être qu'elle vous a traduit, ou c'était le vôtre. Voilà, je veux vraiment qu'on approfondisse ce sujet. Là, c'était vraiment un travail de collaboration entre Iéna, la représentation qu'elle se faisait de chaque reine. Elle a expliqué chaque dame, elle a expliqué à Jérôme avec des mots, avec des images, et c'est Jérôme lui qui a fait la traduction par rapport à tout ce qui était olfaction et ce qui mettait derrière chaque huile essentielle par rapport aux mots-clés d'Iéna. Donc c'est vraiment, En fait, la rencontre de deux mondes. Et, en fait, on se faisait des séances vidéo, donc elle me donnait l'ambiance générale de la dame, que j'essayais de transposer moi déjà en odeur dans ma tête, mais après j'ai aussi des correspondances personnelles de chaque huile essentielle par rapport à un intérêt qu'elle peut avoir dans son utilisation, qu'on pouvait relier aussi avec les dames dans leurs caractéristiques globales. Et donc du coup, il fallait trouver ce subtil mélange entre l'atmosphère, l'ambiance, l'intérêt aussi des huiles essentielles dans leur utilisation, parce qu'elles restent des huiles essentielles intéressantes au niveau émotionnel, psychologique, on va dire, et énergétique. Hein, je parle pas du corps, mais voilà. Donc en fait, c'était un travail de ping-pong. Donc après, je créais autour de la dame. J'envoyais à Iéna plusieurs échantillons parce que voilà, elle les testait elle aussi, voir si ça fonctionnait de son côté. Elle me faisait un retour. Et on jouait comme ça, je joue beaucoup moi, et du coup je lui envoyais des listes en mélangeant les trucs comme ça. Elle savait pas où moi j'avais placé mon intention pour pas la fausser, et donc elle revenait, elle faisait un peu une bataille navale. Elle oui, non, et du coup voilà, ça se construisait comme ça de façon petit à petit quoi. Ça a pris quelques mois quand même de création. Oui, parce que vous avez créé les 4 d'un coup. Ouais. C'est un sacré challenge quand même. C'est clair. Et combien d'essais, tu sais à peu près pour chaque dame? Il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Oh là là, oui. Entre ceux qui ont été faits à l'atelier, qui n'ont pas été envoyés à Iéna parce que de base, je disais non, ça c'est pas possible. Donc déjà ceux-là. Et sur Iéna, je lui en ai envoyé pour les 4 dames. Il y a eu peut-être aux alentours d'une 30aine d'échantillons. Ouais. Parce que du coup, il fallait à la fois cibler les huiles que tu souhaitais faire correspondre, et après, il fallait aussi déterminer le dosage de chaque huile. C'est ça, il fallait que ça rende olfactif. Alors même si en aromathérapie, on n'est pas sur le fait que le parfum ait une vocation agréable, parce que en olfactothérapie, on travaille sur la sensation de l'odeur au niveau du cerveau limbique, c'est encore autre chose. Donc on n'est pas forcément, quand on crée une synergie d'huile essentielle pure, si elle est pas hyper bien agréable, ça passe quoi, tu vois, dans un truc thérapeutique. Mais là, on était quand même dans un truc où on doit se faire quand même plaisir, et c'est pas le but de se mettre un truc qui sente pas bon quoi. On crée un encens liquide, donc ça va pour vocation de parfumer l'ambiance, ton lieu où tu travailles, où tu fais tes tirages de cartes, puisqu'à l'occasion ça a été créé pour ça. Donc il fallait que ça soit plaisant. Et ça, c'est encore une autre affaire, quoi.
Et si j'ai envie de prendre, si tu le permets et si tu t'en rappelles, parce que je veux pas vous poser de colle, mais si on prend un exemple d'une dame avec la synergie que tu as composée, en nous mettant un petit peu en parallèle les vibrations de la dame, ses caractéristiques avec les vibrations et les caractéristiques des huiles, si tu as Là, un exemple comme ouais, ça. enfin celle qui me vient, je vais commencer. La Dame de Trèfle, c'était la première, c'était peut-être la plus facile, quoique non, c'est la plus complexe, même si ça c'est ça. Alors c'est ça en fait le jouer avec les paradoxes où ça devrait être la Dame la plus simple parce que la Dame de Trèfle c'est la première dans l'énergie, c'est une énergie de printemps, donc il fallait quelque chose de frais. Quand on pense quelque chose de frais, de légèreté, moi j'ai des agrumes qui me viennent, donc je voulais une agrume qui soit pas, tu vois, le citron ou citron vert. Déjà citron vert, on est déjà sur quelque chose d'assez pétillant et tout ça, mais je voulais un ton au-dessus et j'ai pensé au yuzu, c'est une huile essentielle qui est très peu utilisée et donc elle a pour moi cette capacité d'être hyper aérienne, quoi, hyper légère, hyper envolée, et donc je l'ai associée par exemple au Palo Santo pour le côté aussi Palo Santo, pour moi, il y a une notion de communication. La dame d'Argine, c'est une dame communicante. Donc voilà, tu vois, les associations se font comme ça. Au début, tu as une liste impressionnante d'huiles essentielles parce qu'en fait, chaque huile essentielle pourrait avoir un intérêt pour chaque dame. Hein, on ne peut pas se le cacher. Les intérêts des huiles essentielles sont énormes. Et après, il faut faire une sélection, celles qui vont mieux se marier entre elles, celles qui vont apporter quelque chose à une autre. Enfin voilà, et en plus tu as l'impression que quand tu les mets ensemble, moi je dis tout le temps, c'est comme si elles se racontaient une histoire entre elles en fait, tu vois, et elles sont en train de créer autre chose que ce pourquoi tu les as mis. Et je pense que c'est le côté un peu magique de cette création autour des encens liquides avec Iéna ou même à côté, c'est qu'en fait il y a aussi une grande part d'intuition. Tu sais, comme à un moment donné, tu dis, faut que je mette ça. Ça me l'a fait plus avec Mademoiselle Lenormand. Un matin, je me suis dit, faut qu'on fasse Mademoiselle Lenormand et on va partir à base de ça. Bon, Mathieu, il me dit souvent oui. Sauf quand c'est trop délirant, il dit, on peut pas. Et quand j'aime pas qu'on me dise on peut pas, faut qu'on le fasse. Il aime pas te contredire. Et c'est bien parce qu'au moins il te freine pas dans tes élans créatifs. Et après, bon, il recadre un peu sur la matérialité peut-être, mais je le remets en face de nos ressources et en temps et en matériel, et après voilà, il se oui, mais c'est bien parce que ça fait un ping-pong, parce que moi du coup je pars dans des extrêmes parce que je suis très drama queen, et donc je vais partir dans les extrêmes. Mathieu il va recadrer, et donc je vais pouvoir recadrer aussi mon processus créatif pour le faire rentrer dans ce qu'il m'a dit. Et puis des fois on se prend la tête aussi parce qu'il y en a pas un qui veut lâcher. Mais sur Mademoiselle Lenormand ça a été plutôt fluide. Ouais, c'était très fluide. Ouais. Ça on l'a fait qu'à deux entre guillemets. Mais ça a été, celle-là, tu vois, c'est le côté intuitif. Tu sais pas pourquoi les ingrédients arrivent facilement, ça se mélange facilement. C'est la création là, c'est vraiment intéressante, enfin agréable. Toute création est intéressante, mais celle-là est agréable. Les dames ont été agréables aussi. Donc Mademoiselle Lenormand, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est votre 5e encens liquide, votre 5e dame entre guillemets, même si du coup elle s'extrait de la collaboration avec Iéna, et elle est arrivée après combien de temps, un an et demi après. Un an après, ouais. Une année après, ouais, on l'a lancé début septembre, et on avait lancé les dames en précommande au mois de juin à l'anniversaire de Iéna. Donc tu vois, à peu près un an après. Mais Iéna l'avait testé. Hein. On envoie tout à Iéna. Je comprends. Et donc c'est la 5e. Est-ce que c'est la dernière ou est-ce que non. Non, il y a des choses qui arrivent, mais il y a des choses qui sont prêtes, mais qu'on doit articuler, et il y a des choses qui sont en gestation. Mais là, on a beaucoup de, on essaye de prioriser un peu les actifs, nos sorties, parce qu'on voudrait travailler sur un oracle qui a bien avancé. Donc, on voudrait vraiment boucler ce dossier-là pour pouvoir relancer autre chose. Enfin, pas le boucler, pas forcément le sortir, mais tout ce qui est, tu sais, devis, c'est un truc chiant. Parce que quant à moi, l'oracle, il est créé et il serait comme ça. Hein. Je m'en sers moi, j'en ai assez en fait. Mais voilà, c'est vrai que les gens nous le demandent facilement où est-ce qu'on en est, parce que ça semble être quelque chose qui intéresse les gens de faire ce parallèle
entre les huiles essentielles et leur intérêt dans une synergie déjà prédéfinie. C'est un peu l'angle qu'on veut prendre avec notre oracle. Il existe déjà plein d'oracles sur les huiles essentielles avec des plantes qui sont très bien faits, mais nous on voulait pas être à nouveau faire une description de la plante. Ça, on le retrouve assez facilement, et on voulait proposer quelque chose de plus articulé sur le thème de l'illustration en lien avec pourquoi on l'avait intégré dans cette synergie. Et je dérive, je suis déjà passé à l'oracle, tu me passes. Mais c'est très bien, tu fais mon travail, tu fais les transitions, j'ai plus rien à faire, vous êtes en roue libre, allez, c'est parti. Non, mais du coup, donc c'est bien, on va passer, on va recentrer un peu sur la cartomancie après 25 minutes d'échange déjà, mais c'était hyper intéressant. En Merci fait, beaucoup. les encens liquides, c'est pour nous de la cartomancie, parce que à la base, elles ont été créées dans cet objectif-là, même si d'autres les utilisent dans d'autres domaines, et c'est ok, mais à la base, elles étaient vraiment créées pour Iéna faire son petit rituel, enfin sa façon de se mettre dans le mood de tirage de cartes avec des odeurs, et donc ça c'était très lié à la cartomancie. C'est pour ça qu'elle nous avait proposé les dames, c'est bon, la cartomancie traditionnelle, mais ça reste de la cartomancie. Mademoiselle Lenormand n'est pas loin de la cartomancie quand même, et donc ce qui suit n'est pas loin non plus de la cartomancie. Donc au final, on reste quand même dans la thématique parce que c'est une thématique qui nous est chère. Enfin voilà quoi. Comment vous êtes tombé dans la marmite de la cartomancie? C'est Mathieu, du coup, qui a introduit ça Ouais. dans Tsae, non? À un moment, quand j'ai voulu l'introduire, c'est Jérôme qui m'a cadré, il m'a dit non, ça n'a rien à voir, ça fait pas sens, je me sens pas de le faire. Et moi, je voyais déjà, je voyais déjà le lien entre ça et puis les cartes. Et puis du coup, on a mis ça de côté, et en fin de compte, ça s'est fait, on va dire, naturellement, quoi. Ouais. Moi, à titre perso, j'utilise les cartes en consultation depuis presque les débuts où je fais de l'hypnose et de l'EFT. À l'époque, j'utilisais les fleurs de Bach. Après, j'ai dévié sur les huiles essentielles, mais je faisais tirer une huile essentielle qui allait nous accompagner pendant la séance. En hypnose, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça crée une déconnexion au niveau olfactif, d'avoir une odeur, et je tirais une carte pour conclure ma séance. Donc en fait, et ça a le côté un peu même si en hypnose et en EFT on a quand même une base très cartésienne, mais ça donnait un côté magique à la séance. Tu sais, quand le client il dévoile une carte et puis qu'elle lui parle, elle dit mais comment tu fais? Alors déjà aussi tu le plonges dans quelque chose qui n'est plus de l'ordre du normal, quoi, tu vois. Donc déjà tu crées une ambiance. Et après, monsieur, n'assumant pas le fait qu'il aimait les jeux de cartes et qu'il aimerait bien s'y intéresser, il commence à m'offrir des jeux. Mais moi, j'ai pas besoin de jeux, j'avais les miens, ça va, tranquille. Il commence à Noël à m'offrir un petit oracle, je me rappellerai toujours, c'était un oracle de la magie. Alors c'était des phrases et puis des plantes et tout ça. Bon, ça faisait un peu sens parce qu'il y avait des huiles essentielles. Bon, je trouve le cadeau intéressant. Je lui dis merci, cool. Je m'en sers à l'occasion. Je tire une carte un coup de temps en temps. Bon, d'ailleurs, il y a longtemps que je l'ai pas rouvert celui-là. Et l'année d'après, à Noël, il me offre un tarot. Ouais, c'était un tarot ou un oracle? C'était un tarot assez complexe. C'était Ouais. le tarot de Gaïa, c'est pas ça? Le tarot de Gaïa. Mais là, je lui dis, bah ouais, mais c'est gentil, mais moi, je n'ai pas envie de faire ça. Je dis, fais-le. Et là, qu'est-ce que j'ai pas dit? Bah, il s'est lancé dedans. Et là, ça a été l'emballement de tarot, de collection de tarot. Et donc, ça, c'est lui. La collection, c'est lui. Il a fallu, Mathieu, que Jérôme te dise non mais vas-y fais-le pour que tu le fasses. En fait, je sais pas pourquoi j'ai eu l'idée du hashtag. Ouais, peut-être que c'était une sorte de demande d'autorisation, je sais pas. En fait, la première fois que j'ai tombé sur un jeu de cartes, j'avais peut-être une douzaine d'années. C'était donc un Grimaud que ma sœur avait, et donc j'ai pris les arcanes majeures. J'ai lu le petit livret parce que j'y connaissais rien. Et j'ai fait un tirage en croix, j'ai fait mon interprétation, je l'ai noté sur une feuille. Et je sais pas ce qui m'a pris. Après, j'ai dit bullshit, c'est de la connerie, c'est perché, je range tout. Et après, c'est revenu longtemps après. Mais ouais, des fois, tu sais, t'as besoin de tester, surtout quand t'es en couple et que du coup, tu vas partager des moments d'intimité avec tes passions.
peut-être que tu as besoin de tester l'autre, voir s'il est ouvert au truc, peut-être, alors que je pense qu'il savait que j'étais ouvert à tout ça parce que je suis perché, mais peut-être qu'il a eu besoin de, je sais pas en fait. Je voulais un cobaye en fait. Voilà. Et après, donc du coup, il a commencé à acheter un tarot, deux tarots, trois tarots, et puis là maintenant, on en est à des tarots partout dans la maison. On en est à combien alors justement, vous savez ou... Et j'avais commencé à faire mon petit registre de tarot, mais j'en ai tellement que j'ai arrêté. Je dois en avoir, allez, entre 120 et 150. Oui, c'est une belle collection. Ouais. Et comment tu les utilises? Comment tu les choisis d'ailleurs d'abord, peut-être? Le plus souvent, c'est au visuel. Moi, je prête beaucoup d'attention à l'esthétique du tarot. Alors, le plus souvent, quand je les vois en photo sur Kickstarter, je me trompe rarement. Mais ça arrive où parfois je reçois un tarot et je me dis, mais pourquoi je l'ai pris, quoi? Là, je comprends pas pourquoi je l'ai pris. Mais je me dis, si je l'ai pris, c'est que ce moment, il m'a parlé et que voilà, je pourrais en faire quelque chose. Et après, il y a une partie de ma collection qui est vraiment purement, voilà, c'est de la collection et je les utilise pas pour tirer, quoi. C'est vraiment, voilà, ça fait partie. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Il pense que quand il sera à la retraite, il aura le temps de les étudier. Ah ouais, tous. c'est ça. Par exemple, tu vois, le tarot de Bede Belwen, il est hyper riche, tu vois. Il y a beaucoup de symbolique, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et bah, pour l'étudier, il faut du temps, ce que je n'ai pas. Donc je me dis, voilà, je le ferai plus tard. Voilà, c'est toujours à plus tard, mais j'aurai de quoi, ouais. Mais en tout cas, il est interdit d'en revendre ou d'en échanger. Non. Et parfois, j'ai même pas le droit d'y toucher à certains. Non, t'as le droit d'y toucher. Ouais, mais fais attention. Faut que tu fasses attention. Parce que moi, je fais pas très attention. Je suis pas très matérialiste. Donc, en fait, on n'a pas du tout la même relation à la cartothèque, comme vous appelez, enfin, comme vous dites, ouais, cartothèque. Mais donc, Mathieu, lui, il est dans une collection, pas une accumulation, une collection très esthétique, très recherchée, tout ça. Et moi, je suis dans l'utilisation. Moi, je suis un squatteur de cartothèque. Je pique ce qui me parle de ce qu'il a commandé. Et moi, j'ai mes 5 chouchous. En général, j'utilise pas trop les siens. Les autres, je les utilise pas. Je les regarde un coup de temps en temps, juste pour m'amuser. Je vais dire, allez, je te fais un tirage avec celui-là, mais voilà, quoi, c'est pas... Ouais, moi, c'est utilitaire, faut que ça soit utile. C'est quoi vos chouchous? Tu parlais de tes chouchous, Jérôme, vos chouchous à tous les deux? Alors moi, en consultation, c'est toujours le symbolone. Donc, je vais piquer son symbolone et je l'ai massacré, parce que du coup, maintenant, il est massacré. J'ai l'oracle de la clé. Je sais pas, C'était un connu, mais en tout projet cas... sur Ulule. Mhm. Qui est assez cash d'ailleurs. Qui est très dark, très ouais, hard, et j'aime bien l'utiliser quand je veux lever des blocages avec les gens et parfois leur mettre un petit peu un électrochoc. Ensuite, j'ai un tarot animalier, s'appelle le Spirit Song. Le Spirit Song. Je l'aime bien parce que celui-là, alors animalier, j'aime bien pour l'énergie du moment, j'aime bien définir les gens sur leur côté animal, quel animal pourrait les représenter dans l'énergie de l'animal. Donc je travaille comme ça avec celui-là. Et en plus, il est un peu abstrait, même s'il l'est pas encore assez pour moi. Il faudrait plus d'abstraction, mais je trouve pas le tarot abstrait qui me parle. Donc, enfin, il y en a quelques-uns, mais je les utilise pas. Et puis j'ai les derniers d'Iéna. Le Rosabelle, pour tout ce qui est, j'aime bien l'utiliser pour tout ce qui est conseil et un peu projectif. Et affaires sensibles, il pourrait venir un peu remplacer par moment la clé, mais parfois il est un peu trop doudou. La clé est quand même un peu plus cash. Donc voilà, les deux ils se complètent. Ces deux-là sur la même thématique. C'est les 5 que j'utilise régulièrement. Après, Mathieu m'en a offert d'autres, mais non. Et toi, Mathieu, tes 5 chouchous? Bah moi c'est beaucoup le tarot de Marseille parce que j'aime bien et je fais souvent des tirages astrologiques, donc tarot de Marseille. Et après c'est plutôt en fonction de la personne. Alors, quand je la connais pas, c'est tarot de Marseille et puis
au feeling, je prends un ou deux tarots complémentaires. Après, j'aime bien, c'est le tarot de la Musti Design, le baroque. J'aime beaucoup. Je l'utilise assez souvent. Fut un temps où j'utilisais beaucoup le Rider Marseille Waite de Emmanuel Liger. Et après, c'est tout. Hein. J'ai pas forcément. Toi, t'es moins. Mais après, ça dépend. Je Ouais. vois l'énergie du moment, de la personne. Des fois, je vais faire un tour dans ma bibliothèque et puis je dis, oh, tiens, je vais prendre celui-là pour changer un petit coup, tu vois. Mais ouais, principalement. Ton Marseille, c'est la base. Ouais, mon Marseille, c'est la base. Ouais. Ouais. Mais Là, après, voilà, j'adapte. Et après, on n'a pas la même utilisation des cartes aussi. Donc, en fait, on n'a pas. Moi, j'utilise les cartes de façon intuitive. Je ne connais pas et alors c'est bien et c'est pas bien, mais j'ai pas de base sur traditionnelle, on va dire. J'ai pas lu de livre. Enfin, j'ai lu j'ai lu celui de Rapunzel parce qu'elle me fait tellement rire que je suis obligé de le lire. Mais tu vois, je suis pas dans l'apprentissage académique du tarot. Ça, je suis très fainéant de ce côté-là. Et donc, je fonctionne de façon intuitive. Bien et pas bien, hein. Je dis pas que c'est la meilleure façon. Je trouve que moi, j'ai envie Mathieu qui, lui, a un apprentissage plus académique. Et je trouve que, limite, c'est mieux parce que... Enfin, c'est mieux. C'est différent. Bah, ça dépend, parce que si tu as un savoir académique des cartes, ça va te couper de ton intuition et tu vas avoir des définitions toutes faites de chaque carte, ce qui peut te limiter dans ton interprétation. Par contre, le côté intuitif, ça te permet de t'ouvrir quand même. Donc, en fait, je pense que le mieux, c'est de faire un mix des deux. Quoi. Ouais, donc, moi, je suis fainéant pour aller faire le mix des deux. Mathieu, toi, tu fais le mix des deux ou pas, du coup? Alors, moi, au début, j'étais très protocolaire. Hein, c'était la définition des cartes et ce qui peut marcher d'ailleurs quand tu regardes des formateurs de tarot comme Sébastien Michel, il a vraiment une définition stricte de chaque carte et quand il fait des tirages, ça fait sens, tu vois. Enfin, il y a quelque chose qui se passe. Mais après, je me dis que parfois, bah, il faut savoir aussi écouter son intuition. Mais enfin, je dis ça comme ça facilement maintenant, mais au début, quand je tirais les cartes, c'était compliqué, quoi. Donc, c'est au fur et à mesure de faire des tirages que bah, tu commences à prendre. Enfin, tu commences un petit peu plus à écouter ta petite voix intérieure qui te dit, bah non, là, la définition que tu t'apprêtes à prendre, elle n'est pas forcément juste. Donc, ouais, je me suis écouté un petit peu plus. Et parfois, il y a une carte qui n'a rien à voir avec la définition que j'ai apprise et j'écoute mon intuition. Comment tu t'es formé? Je pense que ça peut intéresser certains auditeurs, auditrices, peut-être d'avoir quelques ressources. Alors, moi, j'ai écumé YouTube. J'ai écumé YouTube. Alors, mes premières vidéos que j'ai regardées, c'était Claire de la Lune. Et ensuite, j'ai écouté les vidéos de Au pays de Candice. Et ensuite, j'ai pris une formation avec Candice. Donc, une formation qui était quand même assez costaud, avec des exercices qui te permettent de réfléchir sur ta propre définition des cartes, en lien avec l'image de la carte en fait. Hein. Et pour te dire, hein, au début de la formation, sur une carte, je faisais 3 lignes. À la fin de la formation, je faisais 3 pages, quoi. Donc, mais parfois c'était compliqué. On devait faire des tirages de son côté, on devait faire des interprétations. Parfois, je me triturais le cerveau parce que ça venait pas. Ou, enfin, après c'était intéressant parce que les tirages que je faisais, ça parlait de mon histoire. Tu vois, des trucs à régler, des trucs en suspens qu'il fallait dénouer. Donc c'était intéressant dans tous les sens. Donc et après ouais après il faut pratiquer quoi. Donc Tu lis beaucoup aussi. Ouais, j'ai lu aussi les livres de Kevin Meunier, de Sébastien Michel, enfin tout ce que je pouvais trouver sur le tarot. J'étais Emmanuel Liger. Enfin, j'étais en soif de connaissances sur le tarot. Et même au niveau de l'histoire, hein, Isabelle Nadolny, même Jodorowsky, j'ai lu le bouquin de Jodorowsky. Et je pense qu'après, une fois que j'avais tout ça, ben j'ai fait un peu le tri de ce qui me parlait, de ce qui me parlait pas, et j'ai passé un petit coup de mixeur et puis je me suis approprié quoi. Donc je vais garder le focus sur toi, Mathieu, pour qu'on parle qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où, du coup, Jérôme t'a dit « Non, mais arrête de me saouler avec les... » je caricature, mais arrête de me saouler avec tes cadeaux. C'est pour toi plus que pour moi, donc vas-y, autorise-toi. Entre ce moment-là où tu t'es dit « Bon, bah ok, je vais peut-être mettre mon nez dedans », et aujourd'hui où tu es à 120, 150 tarots. Comment t'as cheminé
entre ces deux moments-là? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a attiré? Qu'est-ce qui t'a, tu vois? Je voudrais bien que tu développes un peu sur Bah, ça. je pense que ce qui m'a attiré dans le tarot, c'était vraiment cette capacité déjà à se découvrir. Tu vois, il y a ce côté découverte de soi et entre guillemets amélioration de soi. Tu vois, le fait que chaque carte peut t'enseigner quelque chose, bah tes qualités, tes points améliorés. Tu vois, il y a toujours ce côté un peu, je vais te conseiller sur les questionnements que tu as. Donc déjà de base ça me plaisait au niveau personnel et et même au niveau professionnel ça me parlait parce que bah moi qui aime bien être utile aux autres, bah avec le tarot tu peux être utile aux autres. Donc ça m'a fait sens. Tu voulais dire quelque chose? Ouais. Après, il y a eu un moment aussi dans ta collection, parce que là, on voit maintenant, tu as limité tes achats et tout Ouais, ça. ouais. Et j'avais un peu l'impression, et je te l'avais suggéré, qu'il y avait aussi l'achat de trouver le meilleur tarot qui va répondre à toutes les Le questions. Graal. Tu sais, le Graal, ouais, il y Ouais, avait cette quête un peu du Graal. Ça ouais, a un peu passé ouais. pour toi, parce que je pense que Bah, maintenant, t'en as disons plus qu'il besoin. y avait différentes choses. C'est que bah, j'ai découvert aussi que j'ai été aussi amateur d'art, même si je dessine pas ou je vais pas souvent dans des musées. Bah, il y a quand même ce côté, le bel objet à avoir, quoi, et à regarder. Donc ça, c'était quand même, je pense que ça rentrait en ligne de compte. Hmm. Et puis après, le fait aussi de m'intéresser bah aussi la vision d'autres créateurs de tarot. Parce Hmm. que ce qui est bien aussi, c'est de ne pas s'enfermer dans sa gnose. Alors, elle est bien pour soi, mais après, il faut essayer de la mettre à jour de l'alimenter, en fait, pour toujours être en perpétuel avancement, je pense. Mais après, ouais, je me suis calmé sur l'achat de tarot parce qu'après, bon, à la longue, on voit que le tarot, c'est plus ou moins le même, quoi, tu vois, c'est que le style qui change, mais après, je me fais encore Ah ouais, plaisir. ouais, Quand je ouais. vois des tarots qui me plaisent, ouais, je les prends. Oui. Je vois le facteur arriver. C'est pour Mathieu. Ah, d'accord. Ce fameux Graal, si tu devais le définir, tu le définirais comment? Ben, je pense que déjà, ça doit être un tarot qui nous plaît, tu vois, parce qu'il y a des jeux où je les aime bien avoir en collection, mais j'aime pas les utiliser parce qu'ils me parlent pas, ou ils sont trop chargés, ou ils sont trop simplistes, ou tu vois, faut qu'on sente bien, quoi. C'est comme une bonne paire de chaussures, tu vois, faut qu'on soit à l'aise dedans, tu vois. Donc là, pour moi, c'est pareil. Avec un tarot, faut que je sois à l'aise avec lui. Et après le Graal, j'ai envie de dire, bah, c'est plutôt une affaire personnelle que de tarot, quoi. Donc j'ai envie de dire, si déjà tu te sens bien avec ton tarot, si tu te sens bien avec l'imagerie du tarot, si il te provoque le fait de raconter une histoire avec fluidité, ben j'ai envie de dire c'est le Graal, quoi. Donc Et après, peut-être le Graal, c'est aussi le fait de se sentir plus en confiance avec ouais, soi-même, en fait. Donc, du coup, peut-être plus aller rechercher dans le tarot quelque chose qui t'avait l'impression qui te manquait. Il y a peut-être de ce côté-là aussi. Euh, je pense que maintenant, tu te sens assez, enfin, t'es assez à l'aise avec tout que tu sens forcément rechercher l'approbation d'un tarot qui va te répondre à toutes les questions, quoi. ouais, puis c'était aussi une recherche de facilité. Je pensais qu'avoir le tarot Graal, ça allait me faciliter l'apprentissage. Mais non, quand tu t'es tarologue, il faut forcément que tu te confrontes à l'autre et puis bah, que tu te confrontes parfois à des erreurs où t'as quelqu'un qui dit bah non, ça me parle pas du tout, quoi. Donc et c'est justement ces erreurs qui sont inconfortables qui te permettent aussi d'améliorer ta pratique et puis de connaître encore plus le tarot. Parce qu'aujourd'hui, du coup, tu fais des consultations, tu tires le tarot pour toi et tu fais des consultations pour Alors, les autres. je tire le tarot pour les autres. Avant, je tirais le tarot pour moi, mais pour moi personnellement, je suis très mauvais pour moi-même. Parce que je vais, alors au début, non, parce que c'était quand même des messages assez forts, ou du moins j'arrivais à être un petit peu plus objectif. Mais maintenant, quand je tire les cartes, ben, j'y mets un peu ce que je veux derrière, quoi. Comme c'est moi le tarologue, ben, j'y mets ce qui me plaît, tu vois, derrière. Donc, est-ce que je suis forcément objectif avec moi-même? Je suis pas certain. Donc pour les autres, oui. Pour moi, je le fais une fois de temps en temps, mais On voilà. se le fait mutuellement. Ouais.
Mais même mutuellement, voilà, on se connaît tellement par cœur que, enfin, on a peut-être encore des jardins secrets, mais tu vois, au bout de 15 ans, on sait notre mode de fonctionnement, on sait nos attentes, nos rêves, nos désirs, nos échecs et tout ça. Donc, c'est un peu facile de jouer à la voyante avec ça, entre guillemets, parce que bon, il y a plus pas beaucoup, les cartes n'ont pas. Bon, mais on continue quand même à se faire des tirages mutuels. Du coup, Jérôme, je vais peut-être simplifier un petit peu le propos, mais j'ai l'impression que tu es un peu plus orienté vers les oracles dans les jeux de cartes, alors que Mathieu, tu serais plus orienté vers le tarot. Ouais, j'ai quelques oracles, mais c'est vrai que principalement j'utilise le tarot, mais après ça m'arrive de prendre le Normand ou le Béline pour tirer une ou deux cartes de précision ou de conseil. Mais ouais, principalement moi je suis plus tarot. Quel système, dans quel système tu te sens le plus à l'aise? Euh, Bah moi c'est vraiment le tarot. Après le Normand, à un moment j'avais fait le Normand, j'avais fait de la formation avec Laura, mais bon. Je reviens toujours au tarot et Et mon système c'est toujours le tarot de Marseille pour mes tirages astrologiques. À un moment j'aime bien partir de grands archétypes, tu vois. Donc les arcanes majeurs pour moi du tarot de Marseille c'est tout classique quoi, tu vois. Je sais pas, j'aime bien. Mais après quand c'est quelque chose d'un petit peu plus léger, euh, peut-être plus borné dans le temps avec des questions précises, là ouais je prends un Rider-Waite. Et toi, Jérôme, tu es plus, Bah, plus... disons que, un mot, tu me donnes un oracle ou un tarot, j'ai envie de te dire que c'est des cartes. Elles ont des beaux dessins. Ah, cool. Non, voilà, c'est en fait, je me, enfin, du fait de mon incompétence à apprendre les choses, je m'en fiche un petit peu, quoi. En fait, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment un tarot utilitaire. Il faut qu'il me parle et surtout qu'il va parler aux personnes avec qui je l'utilise. Il faut qu'il déclenche quelque chose dans mes consultations. Il faut que, voilà, c'est ça que je demande au tarot. Mais après, moi, tu vois, là où la différence, on en parlait parce qu'on échange souvent sur ces thématiques. Là où c'est intéressant d'avoir des bases solides, théoriques, et puis après y mettre son intuition, parce que je pense que ça fait partie aussi du jeu d'y mettre de l'intuition. C'est intéressant quand on consulte que avec des cartes. Parce que du coup, il y a des moments peut-être où on est un peu plus fatigué, l'intuition est moins parlante, on peut se poser sur quelque chose. Tandis que moi, je n'utilise pas que les cartes en consultation. Donc du coup, je sais que si les cartes répondent pas, que mon intuition elle est pas au rendez-vous, bah je vais avoir ma séance d'hypnose, je vais avoir mon EFT, je vais avoir mes huiles essentielles. Donc du coup, j'ai un peu moins de pression et du coup, je peux faire reposer que mon intuition. Là où je pense que quand on fait de l'accompagnement au quotidien que sur des cartes, je pense que je serais peut-être plus limité. En tout cas, je pense, c'est peut-être pas vrai, mais moi, je fais pas, par exemple. Parce que du coup, pour toi, les cartes sont vraiment un support, un miroir de ton intuition. Ouais, c'est ça. Et Comme les pour... encromancies, enfin, en fait, moi, c'est comme si les cartes, elles me racontaient une histoire et puis je la raconte à la personne. Ben après, c'est ce que fait un tarologue, c'est ce que fait Mathieu. Mais des fois, bah, je pense qu'on en parlait. Il y a des gens avec qui le feeling ne passe pas, ou tu vois l'énergie semble bloquer. Tu tires une carte. Bah moi, s'il y a rien qui vient, bah je dis bon Mathieu, il pourra toujours dire bon bah cette carte-là, elle veut dire ça. Et puis alors après, il peut partir dans l'intuition, mais il peut déjà cadrer avec la symbolique de la carte. Et puis après partir plus dans un mode intuitif où moi je vais parfois être limité qu'à mon intuition. Donc si ça me parle pas, bah ciao, bonsoir, salut. La séance est finie. Donc non, après moi je vais sur autre chose. En général, je fais parler mon client sur la carte, comme ça il me dira il dit ce qu'il voit et ça me permet de construire ma séance autour de ça. Mais c'est pas une séance de cartomancie chez moi. Même si je me sers des cartes pour tout, c'est pas une séance de cartomancie. Par contre, chez Mathieu, c'est de la cartomancie, même s'il a d'autres cordes à son arc, il utilise les cartes tout le long de sa séance. Comment ça fonctionne pour vous? Justement, comment le message des cartes arrive à s'exprimer? Est-ce qu'on y voit vraiment ce qu'on a envie ou besoin d'y voir? Est-ce que c'est guidé par quelque chose d'autre? Comment vous percevez-vous le fonctionnement des cartes? Ben, moi, je t'avoue que à un moment, j'ai eu mon avis sur la chose.
c'est que je pensais vraiment que c'était, en fin de compte, la rencontre de trois énergies. T'as le consultant, t'as le tarologue, et ce qui fait le lien, c'est le tarot. Pour moi, c'est un peu, alors, je mets des grosses guillemets parce que je suis pas du tout là-dedans, mais c'est un peu de la science quantique. Tu vois, il y a un message qui est dans l'air, tu vois, et c'est deux énergies qui se rencontrent, et c'est le tarot qui fait le traducteur, en fait, qui fait le lien. Mais après, après, je vais arrêter de me poser la question parce que bah, j'ai constaté que t'as un consultant qui vient, qui te demande un tirage astrologique, il te dit rien du tout, tu lui fais la séance pendant 1 heure et après tu débriefes une demi-heure avec lui et il te dit que bah, tout ce que tu lui as dit, ça fait sens dans sa vie et il t'explique le pourquoi du comment. Bah donc j'arrête de me poser la question. Mais pour avant, oui, je me disais il y a quelque chose des énergies qui se rencontrent et que le tarot arrive à capter en fait. Le tarot capte l'énergie du consultant, ou du moins son intention, ce qu'il y a vraiment derrière. Et le tarologue, c'est à lui de formuler les pistes possibles par rapport à la situation du consultant. Donc c'est vraiment. Alors après, on peut appeler synchronicité, effet Barnum. Tout le monde y met le sens qu'il souhaite derrière, quoi. Mais pour moi, ouais, j'aime croire que c'est une forme de message quantique. Voilà. Et moi, tout et rien. Faire différent des autres. Non, en fait, j'ai mon avis qui change tout le temps. Moi, je suis pas fixé non plus dans un avis. Tu vas pouvoir me dire ça et je vais te dire ah oui, ça c'est génial et puis le lendemain te dire non, c'est pas ça du tout et c'est autre chose. Donc tantôt c'est guidé par quelque chose de plus subtil, de plus invisible. Je suis pas fan du mot guide et tout ça, mais chacun ses croyances, chacun met ce qu'il veut derrière. Voilà, après énergie peut-être. Intuition, mais alors de où vient l'intuition? Inconscient collectif. Enfin, tu vois, tu peux y mettre, tu y mets ce que tu veux. Moi, à un moment donné, je dis, j'ai le message, je parle de message, je lis un message, je te donne le message de où il vient. Après, faisons simple, je fais avec le message. De toute façon, les gens, en général, s'en foutent de savoir de où vient le message, ils veulent le message. Donc, en général, voilà. Les gens te demandent rarement ce que t'as. Bah, alors, des fois, ils pensent que tu captes les morts ou tes médiums. Bon, je sais pas si j'en suis un ou si j'en suis pas. Ça, c'est pas mon propos, on s'en fout en même temps. Le truc, c'est que tu te laisses la possibilité d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi et de le transmettre à quelqu'un qui en a besoin. Après, d'où ça vient, j'ai envie de te dire, ça ne nous regarde pas trop en fait. Mais pour toi, ça reste, du coup, c'est un support parmi d'autres, parce que tu as d'autres. Ouais. Tu as mentionné le fait que tu ne faisais pas de cartomancie à proprement parler. Moi, j'utilise la mancie. Je fais des consultations en mancie pure avec les encromancies. Donc là où en fait, c'est de la cartomancie, c'est parce que c'est pas la même façon de voir les choses, mais en fait, à la place d'avoir un jeu de cartes, je crée ma carte. Donc en créant ma carte, je vois les informations que j'aurais pu lire dans un tarot, certainement, tu vois, en fait, c'est au final la même chose, sauf que moi j'aime beaucoup l'abstraction, j'ai besoin d'être perdu dans mes références pour déclencher quelque chose de l'ordre de l'intuition ou du ressenti, j'en sais rien. Donc l'encromancie, ça marche bien pour moi. Et donc là, excuse-moi, tu peux juste expliquer peut-être pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est. Bah en fait c'est la divination par les taches d'encre. Quand je dis divination, c'est pas forcément que de la voix. Enfin, il y a divination, voyance et tout ça. Pour moi, c'est la même chose, mais c'est plus complexe que ça. Mais en tout cas, c'est une capacité de transmettre des messages du présent, du passé, du présent et du futur grâce à des taches d'encre. À la base, c'était un peu, si on peut se référer à quelque chose, ça serait les taches de Rorschach qu'on utilise en psychologie pour faire parler le patient. Moi, je me suis fait ma propre technique autour de l'art et donc du coup, je crée une carte et je lis la carte. Ça, c'est une de mes formes de mancie. Et la deuxième mancie, et ça, c'est grâce à Mathieu que je l'ai travaillé. Et grâce à toi, parce que du coup, ça vient de chez toi aussi, c'est la géomancie. Parce que du coup, Mathieu m'avait acheté les pièces que tu avais sur ta boutique avant. Le coffret géomantique, je crois, de James Herritz, c'est ça? Ouais. Alors parce que moi je ne fais pas du tout de géomancie et j'ai jamais utilisé, mais c'est un très beau coffret, les pièces sont très très belles, mais je les ai jamais utilisées. Comment ça fonctionne pour vous?
Ah bah moi en tout cas c'est mon idée, enfin mon outil chouchou pour faire de la mancie parce que il marche super bien. Ce que j'aime c'est qu'il est très, on va dire, pragmatique là où parfois on n'a pas la même vision des choses. C'est que Mathieu, enfin moi je trouve que le tarot parfois peut être un peu trop évasif. Tu vois, il donne un côté un peu flottant à la réponse. La géomancie, comme c'est limité, on est limité en termes de figures. On est un peu plus cash. En plus, on demande aux clients une question fermée, même si on répond pas de façon fermée. Mais voilà, c'est un peu plus cash, tu vois, un petit peu plus du tac au tac, quoi. Bah, c'était une mancie qui était destinée vraiment au peuple. Ouais, voilà. Donc ça devait vraiment répondre à des besoins concrets de la vie quotidienne. Tu vois, tu vas pas demander à la géomancie, est-ce que je vais faire mon élévation spirituelle? Non, ouais, tu pourrais, mais tu pourrais, mais ça va être, enfin, ouais. je sais pas si tu auras vraiment une réponse. Aussi, on aurait une réponse quand même, Mais c'est quand même plus concret ouais, que ça. c'est beaucoup plus terre à terre. C'est peut-être, enfin, je trouve plus. Après, ça, encore une fois, tout a tout le temps des limites. Il y a sur certaines questions en géomancie où bah le tarot, nous on fait souvent des lives où on tire à deux et moi je fais la géomancie et Mathieu fait chez le tarot et du coup on complète la vision de l'un de l'autre et du coup ça donne quelque chose de peut-être un peu plus construit. Mais voilà, la géomancie, c'est le kiff. Juste peut-être pareil, définir un tout petit peu géomancie, parce qu'on a parlé d'un coffret de pièces, mais Ouais. du coup les gens qui connaîtraient pas ça va peut-être pas leur parler. Si tu devais définir brièvement ce qu'est la géomancie. Bah, En fait, c'est basé sur le chaos parce que ouais, alors tu peux avoir des coquillages, des cailloux, des bâtons de bois, ce que tu veux, et tu vas faire une série tu prends un morceau de coquillage que tu vas poser et tu vas compter le nombre de coquillages et si c'est pair ou impair, tu vas poser 1 ou 2 points et tu fais ça 4 fois pour avoir ta figure et tu fais 4 figures et après c'est un système de calcul qui va te calculer donc un juge, 2 juges, non, un juge, un juge et 2 témoins. témoins, et tu vas par rapport à ces figures interpréter la réponse. Alors ce qui est bien, c'est que c'est pas forcément une réponse fermée, même si Non. la question est fermée, la réponse est ouverte parce qu'elle te laisse le choix. Tu vois, tu as 2 conseillers et t'en as un qui fait un petit peu médiateur. Et c'est intéressant et ouais, c'est plutôt pas mal. En fait, là, le truc qui est différent, alors c'est plus long qu'un tirage de cartes parce que bon, là encore, tu m'as simplifié la vie avec tes pièces parce que du coup, je prends qu'une pièce, mais alors quand tu fais les coquillages, en consultation, je fais les coquillages, hein, le traditionnel, hein, c'est toujours mieux. Enfin, ça donne un autre aspect à ta consultation, mais alors tu dois compter, c'est un peu plus long, il faut monter les culs. Un tirage de cartes, tu fais 9 cartes et t'as ton tirage à 9 cartes, donc c'est un peu plus long. Et donc en fait, et par contre, ce qui est intéressant, qui moi je suis fainéant d'apprendre, c'est que t'as que 16 figures à apprendre. Donc tu vois, par rapport aux 78 cartes du tarot, je suis voilà. Et donc géo pour la La terre. terre. C'est pour ça qu'on utilise des matériaux Ouais. très Terrien. terrestres. Ouais. Terriens. Tu parlais Ouais. des coquillages, du bois, de la pierre, des pièces Du métal. en métaux. Mhm. Et c'est pour ça que c'est beaucoup utilisé dans des questions très matérielles, matérialistes, très Ouais. concrètes. Ouais, Et très sachant concret. qu'il y a différentes visions, parce que à la base, il y avait rien d'astrologique dans le tirage de géomancie, mais après, apparemment, il y a des astrologues qui se sont un petit peu emparés de la géomancie, et là, il y a eu des notions d'astrologie qui se sont greffées à la géomancie. Mais non, enfin, paraît-il, la géomancie traditionnelle, il n'y a aucune notion d'astrologie dedans. Ouais. Ça, après, c'est des visions différentes, mais au final, ça marche pour tout le monde, hein. Chacun, il fait comme il a appris. Ouais, chacun l'a et comme ça marche pour lui. Moi, je ne fais pas je sais qu'il y a la part de fortune. La part de fortune et tout ça. Moi, je l'ai pas, je le fais pas comme ça. Je fais très simple, basique. Et au niveau de la carte à jouer, est-ce que l'un de vous, après, parce que j'essaie de faire un petit peu le lien avec le début sur les dames, les encens liquides, est-ce que vous vous êtes intéressé à ce système-là ou finalement pas tant que ça? Alors, moi, je vais te le dire rapidement. Ma mère et ma grand-mère faisaient de la cartomancie de campagne, hein. C'était vraiment très, c'est pas comme Nina le fait maintenant. C'était vraiment très, très traditionnel. La femme jalouse, la femme veuve, le papier qui fait route, tu vois. Mais ça avait du sens, tu vois, quand ma mère faisait des tirages, voilà, il y avait
oui, ça marchait. Mais moi, je suis pas très attiré par ça. Et même si je voudrais m'y mettre à fond, ben ça me parle pas en fait. Tu vois ouais, je sais pas. Je suis peut-être pas encore prêt ou je suis pas attiré, mais voilà, je suis pas à l'aise avec le système, du moins pas encore. Et alors, excuse-moi, mais je vais rester là-dessus parce que tu as attendu quand même la 58e minute de l'enregistrement de ce podcast pour nous parler de ta mère et ta grand-mère. En fait, tu as toujours baigné dans une atmosphère de Non, carte. non, parce qu'à l'époque, enfin, c'était, on disait pas qu'on faisait les cartes en campagne. C'était très tabou. Je sais que ma mère me racontait que c'était des amis de ma grand-mère qui venaient pour un tirage de cartes, mais il fallait pas que ça se sache, tu vois. C'était très cercle fermé. Alors pourquoi, je sais pas. Hein, est-ce que c'était le poids de la religion chrétienne qui était dans le truc? Je sais pas du tout, mais non, on disait pas qu'on était cartomancienne à la campagne. Non, non, pas du tout. Non. Et comment toi tu l'as découvert? Comment tu l'as appris du coup? Bah, après, moi, j'ai vu ma mère faire des tirages à mes sœurs parce que j'ai 4 sœurs avant moi, et donc je voyais ma mère faire des tirages pour elle, des tirages pour mes sœurs, et puis des fois j'ai demandé à ma mère qu'elle me fasse des tirages, mais j'étais pas forcément attiré par ça. C'est vraiment venu sur le tard, quoi. Il n'y a pas eu de Et, transmission de non, la il n'y a part pas eu de de ta mère. transmission parce que bah, déjà ma mère en regardant ma grand-mère qui a appris sur le tas. Et puis ma mère m'a jamais proposé de m'apprendre, j'ai jamais demandé à apprendre et j'ai jamais été attiré par le faire, quoi. Donc voilà. Et comme on dit maintenant, il n'y a pas besoin d'avoir une lignée de 36 sorcières voyantes pour tirer les cartes, quoi. La preuve. Oui, mais il y a quand même, tu étais quand même un petit peu entouré d'une certaine pratique, d'une certaine atmosphère. Tes sœurs, elles ont saisi ça ou pas du tout non J'ai plus? deux de mes sœurs qui ont quelques tarots et qui font quelques tirages, mais pas. Voilà, c'est très ponctuel, quoi. C'est pas tout le temps. Oui, ils ont quand même une appétence Ouais. pour ça, hein, quand même, ouais. Il y a une ouverture, en tout cas, il y a une Ouais. ouverture familiale qui Ouais. demeure. Ok. Et par rapport justement, est-ce que tu saurais mettre le doigt sur ce qui t'attire dans le tarot par rapport à un système de cartes à jouer? C'est pas pour te poser une colle, hein. Enfin, si tu t'as pas mis le doigt dessus, c'est pas grave. Peut-être parce que c'est le premier système qui m'a interpellé et que j'ai vraiment creusé à fond. Enfin, je pense. Je l'ai vraiment examiné sous toutes les coutures. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur le tarot, j'ai lu beaucoup de choses. Après, peut-être que si j'aurais fait pareil pour la cartomancie traditionnelle, peut-être que ça aurait été l'inverse, quoi. Ouais, après c'est avec le tarot, il est quand même plus facile quand tu vois un set de coupe et que tu vois dans le Rider-Waite, c'est quand même plus facile que quand tu regardes un 3 de trèfle. Donc il y a peut-être de ça aussi. Mais après je pense que c'est aussi une gymnastique à faire. Hein. Il paraît que plus tu apprends des langues étrangères, plus c'est facile. Là, je pense que c'est pareil. Plus tu intègres des systèmes dans ta pratique, plus ça doit être facile. J'ai le tarot, j'ai le normand, j'ai le béline un petit peu. Bah, je pense que je pourrais rajouter la cartomancie. Il faut juste que je me donne les moyens pour y arriver, je pense. Si ça t'intéresse, hein, faut pas se Oui. forcer. Bah, avant, j'avais essayé, hein, mais je devais pas être dans le mood et j'avais aussi peut-être la flemme de faire un effort intellectuel. On parlait de bagages familiaux, Jérôme, toi dans ta famille, pas du tout? Non, pas du tout. Non, j'ai jamais vu personne tirer les cartes, jouer avec les cartes, je sais même pas s'ils savent que ça existait. Non, mais maintenant, ils sont contents, hein, que Mathieu fasse ça, parce que je fais pas la famille, moi je tire pas ou alors, de façon, pour s'amuser, mais de façon, cadrée, c'est Mathieu qui le fait, parce que je pense qu'on est jamais très bon pour les siens. Mais, voilà, non, j'ai pas ça enfin, j'ai pas de lignée, ancestrale. Non. Mais ça a été bien accueilli, bien accepté. Bah ici, tu sais, on n'a pas trop le choix. Nous, on n'essaye pas trop d'aller dans ce que les gens ils voudraient. On essaye d'être un peu, de faire ce qu'on aime. Et je pense que déjà, quand tu fais ce que t'aimes, les gens le perçoivent mieux. Ouais, enfin, en fait, moi, je crois ils m'ont toujours connu avec des idées un peu étranges. Donc, je pense que ça ne les a pas choqués plus que ça, en fait.
Après, je te dirais que dans ma famille, alors les bijoux, ça passe parce que c'est très concret. Les huiles essentielles, ça, voilà, ça flotte. Ils peuvent s'en servir. Les encens liquides, ils ont pas compris la démarche, mais c'est ok, c'est pas grave. Hein. Voilà, c'est pas gênant. C'était pas le propos. Ça leur plaît ou, enfin, je l'ai pas fait pour eux entre guillemets quoi. Donc voilà. Je vais doucement arriver sur la fin de cet épisode. Je voulais vous peut-être terminer par 2 petites questions, petites ou pas petites d'ailleurs. Déjà, comment vous arrivez, parce que là on a vu quand même tout ce que vous êtes amené à faire au sein de Tsae ou de votre vie personnelle, en plus du coup d'un travail que j'avais qualifié de moldu, mais bon, les gens comprendront quoi, un travail alimentaire peut-être, d'ailleurs, c'est peut-être un autre terme. Ouais, alors, arriver là où on en est, c'est alimentaire. En fait, c'est ce travail-là qui nous permet de maintenir notre dose de créativité à flot et de continuer à l'heure actuelle à faire ce qu'on a envie de faire sans pression financière. Alors c'est pour ça alors des fois on est enfin c'est un peu pesant ce travail, ce premier travail qui est maintenant un deuxième travail. Il est parfois un peu pesant parce que il nous prend du temps aussi et qu'il nous prend de l'énergie et que on n'est pas forcément, enfin moi pour ma part, je suis pas tout le temps d'accord avec ce que je fais dans le soin traditionnel, mais en même temps, je suis content qu'il soit là aussi pour me faire explorer toute ma créativité, tout l'univers créatif qui est en moi. Et donc, pour l'instant, voilà, c'est la balance entre les deux plaisirs et des plaisirs, mais voilà, pour l'instant, ça tient et pour l'instant, on peut pas faire autrement puisque faut être honnête aussi, on n'a pas une marque qui fonctionne à la hauteur de pouvoir en vivre pleinement. Voilà. C'était un peu ma question justement, comment vous arriviez à mener tout ça de front, parce que c'est assez impressionnant quand même comme engagement, comme travail. C'est que ça en fait. En fait, après on a la chance déjà de le faire à 2, donc c'est une force parce que en fait, des fois on en a marre. Hein. Je te dis, hier j'ai fait une story. Hier j'étais au bout de ma vie. J'allais à tout arrêter. C'est trop compliqué, c'est trop d'embarras, c'est trop fatigant. Je veux faire comme les autres, rentrer, regarder la télé. Voilà, ça m'arrive. Toi aussi, des fois ça t'arrive quand il pêche sur la compta, qui peste et tout ça. Je te raconte pas. Hein. Ces moments-là ne sont pas très drôles. Mais derrière ça, il y a les projets qui nous animent. Le fait de pouvoir concrétiser des projets, les rendre visibles dans la matière, il y a un côté excitant quand même. C'est un accomplissement d'un travail. Donc ce moment-là, il est assez boostant pour continuer. Et puis après, on a notre atelier. Là, on est dans notre atelier et on habite juste derrière. Donc en fait, nous on passe d'un espace à un autre. Donc entre guillemets, c'est facile. On s'arrête quand on veut. On va boire un café, on revient. Tu vois, on n'a pas souvent. En fait, moi, j'ai pas trop l'impression de travailler, même si on commence à ressentir la fatigue parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses qu'on voit pas tout le temps parce que c'est beaucoup de travail en off. Tu sais ce que c'est, hein. La vie d'entrepreneur, c'est pas tout le temps ce qu'on montre sur les réseaux, hein. Il y a plein de choses en off que les gens ils disent ils font plus rien. Si ils font encore beaucoup, mais seulement ils peuvent pas tout montrer. Puis il y a des choses que tu peux pas montrer parce qu'il serait trop tôt et puis voilà. Et donc du coup, mais c'est du plaisir. Alors c'est la passion. Alors je pense à un moment donné ça te redonne un peu d'énergie et puis après tu redescends et puis t'as envie de tout arrêter et puis tu te tiens jusqu'à ce que je sais pas. Tu vas pas nous laisser sur cette fin quand même. Quels sont est-ce que dans ce que vous pouvez partager, bien évidemment, on va pas vous forcer à dévoiler le top secret, mais voilà, dans les perspectives, dans l'évolution que vous envisagez, que vous prévisionnez ou juste que vous rêvez pour vous et pour Tsae, parce que du coup j'ai écouté avant de faire cet entretien, on en a parlé en off au début, j'ai écouté ton entretien, Jérôme, avec Fabienne Larnicole sur le podcast Le Magicien, et c'était intéressant que tu parles bien que vous étiez 3 finalement. Il y avait Jérôme, il y avait Mathieu et il y avait Tsae. Ouais. Donc voilà, pour vous 3, quels sont vos rêves, vos projets dans les mois ou les années à venir, si on devait se projeter un petit peu? De base, moi je dirais de pouvoir continuer.
Ça, c'est toujours la question qui est à chaque fois sur le devant de la scène, même si c'est toujours de mieux en mieux et que voilà, c'est est-ce qu'on va toujours pouvoir continuer et toujours pouvoir alimenter pouvoir aller au bout de la concrétisation d'un projet. Ça, c'est un peu le nerf de la guerre chez nous. Comme là, tu vois, avec l'oracle, bah ok, on sait qu'on veut sortir un oracle, on a une idée précise de ce qu'on veut et de ce qu'on veut pas. Bon, maintenant, comment on va le financer? Ça, tu vois, c'est la question sur laquelle on n'a même pas réfléchi, quoi, tu vois. Donc, ouais, il y a tout ce côté. Moi, en fait, c'est ce côté financier qui est très pesant dans une entreprise. En fait, j'aimerais tellement ne plus avoir. Mon rêve, ça serait ça, d'être déchargé de toute cette partie de l'ordre de la communication, du marketing. Alors j'aime bien communiquer, j'aime bien faire mes petites stories, mais tu vois, aller vendre, la notion de vendre, ça ne m'amuse pas. Moi, ce qui m'amuse vraiment, c'est l'idée. Même parfois, même peut-être plus l'idée que la réalisation de l'idée. Parce que là, par exemple, allez, on dit on a un oracle en prévision qui lui est matérialisé. Dans ma tête, il y en a déjà 2 autres. Donc tu vois, celui-là, limite, moi, tu vois, je l'aime bien, mais je l'utilise déjà pour moi. Mais je suis plus attaché aux 2 suivants, quoi, tu vois. Donc c'est ça. Souhaiter, moi en tout cas, c'est de pouvoir continuer mais c'est pour ça, tu vois, jusqu'à quand, je sais pas, parce qu'en fait, j'ai pas le mécanisme d'un businessman qui va planifier, qui va avoir des objectifs avec des chiffres d'affaires. On l'a fait un temps, hein, mais ça m'a miné le moral. On a arrêté. Donc, en fait, on vit un peu au jour le jour notre entreprise. On se dit ah bon bah allez, on a encore un mois. Non, on n'en est pas là, mais bon là, on a des projections sur l'année. Mais l'année prochaine, on verra en fonction de ce qui a été fait, de ce qu'on a pu faire. Et donc, en fait, c'est un peu décomplexé du système entrepreneurial traditionnel parce que ça nous a beaucoup pollué. Ouais. Ça nous a miné, tu sais, les réseaux sociaux, le marketing, il faut faire ça, le client cible. Et moi, j'ai jamais rien compris, j'ai jamais travaillé pour quelqu'un. Moi, je travaille en fait, dans mon processus créatif, je conçois des outils qui me sont intéressants dans ma pratique et que du coup, je trouve intéressant à proposer aux autres. Mais en fait, il n'y a pas de cette notion de vouloir plaire aux autres ou de vouloir qu'ils achètent. En fait, tu es toujours contrarié entre la créativité et l'apport financier lié à la créativité. Ça, c'est encore des gros problématiques. Je crois qu'on traînera ça toute notre vie. Parce que bon, Mathieu, il est plus... on se rejoint sur ça. Ouais. Hein. On a quand même si Mathieu matérialise pas beaucoup de projets, il est quand même à la naissance de beaucoup de projets. Lui, il va pouvoir me dire un mot. Ah bah ouais, mais c'est parti, quoi. Il m'a ouvert une porte, quoi, tu vois. Donc, bon. C'est ça pour l'instant. Donc, ta réponse, à 1 an, on va te dire que normalement, l'année prochaine... on sera au Tarot Festival, normalement, l'année prochaine, au mois de septembre. Après, on verra. C'est déjà pas mal, on enregistre, on est le 9 février, voilà. On diffuse, d'ailleurs je diffuse le 14, tu vois, je savais que j'ai introduit avec la Saint-Valentin, je savais qu'il y avait une raison, mais c'était sorti de la tête, mais donc on diffuse le 14 février. Donc, on vous retrouve déjà au Tarot Festival dans le Gers. Ouais. On parlait de Fabienne Larnicole, le podcast Le Magicien. Donc, c'est Fabienne Larnicole aussi qui organise ce Tarot Festival depuis déjà plusieurs années. C'est là d'ailleurs où nous, on s'est rencontrés, on s'est pour de vrai rencontrés l'année dernière. Donc, cette année 2024, vous re-signez. C'est chouette, c'est que ça vous a plu cet événement. On a beaucoup aimé le Tarot Festival. Après, on s'est juste posé la question, si on y va, qu'est-ce qu'on propose d'autres, quoi, parce que voilà, on est toujours aussi dans cette dynamique d'aller un peu plus loin dans la réflexion et dans la proposition. Si c'est refaire le même Tarot Festival, est-ce que c'est nécessaire, quoi, tu vois, voilà, on s'est posé la question là, et comme on a assez de matière normalement voilà, donc on y sera. Bon, et là, j'ai entendu Jérôme sur les projections, les désirs. Mathieu, tu as quelque chose à ajouter, à nuancer En fait, moi, j'aimerais amener un petit peu plus de structure quand même
le sales, parce que ça nous manque, hein, structure marketing, structure commerciale, structure organisationnelle, pas commencer un projet, le dire allez, on le lance demain, tu vois. Non, on dit ça parce qu'avec Yéna, on a dit, on avait travaillé longtemps. On s'est eu je sais plus, le 1er juin ou dans ces eaux-là. On fait quand on lance Mais je le sentais. On lance le fin juin, on attend la rentrée, pendant les vacances ça va pas le faire, nanana. Et puis après à Yéna, je dis ton anniversaire c'est le 15 juin, on fait ça le 15 juin. Elle dit oui d'accord, mais seulement c'est que nous on avait lancé le bazar, après lui il devait se continuer page de vente. C'est vrai qu'on n'a pas été doux avec toi ce coup-là. Donc de la structure, voilà. De la structure. Mais c'était hyper intéressant et je suis content qu'on ait abordé ce sujet-là de l'entrepreneuriat. C'est un sujet moi aussi qui me tient à cœur puisque je suis aussi comme vous en plein dedans, même si du coup moi j'ai fait le pas de quitter mon job de moldu entre guillemets pour vraiment m'y consacrer avec tous les avantages et tous les inconvénients que ça comporte, parce qu'il y a une tendance ces derniers temps, je trouve, à un petit peu idéaliser et un petit peu survendre l'entrepreneuriat en encourageant énormément les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat, ce qui peut être très bien, mais ce qui peut ne pas non plus correspondre à tout le monde. Et donc, je trouve ça bien aussi que vous puissiez exprimer toutes les difficultés que ça peut comprendre, le fait que ça puisse ne pas correspondre à tout le monde non plus et que c'est ok en fait. Il faut pas se sentir, j'ai l'impression parfois en écoutant certains discours, que si tu es pas capable de te lancer en tant qu'entrepreneur, tu vas rater ta vie en restant dans un métier de salariat. Non, c'est pas vrai, il faut arrêter. Voilà. Donc ça c'est chouette de pouvoir en parler et tu as employé ce mot-là de décomplexer justement ce complexe de oh là là, mais il faut absolument que j'entreprenne, que je sois à mon compte. Donc merci pour cet abord. Voilà, puisque tout le monde aura compris après ce 6e épisode que voyage en cartothèque est évidemment un prétexte à voyager bien au-delà des cartothèques, ce qu'on a fait aujourd'hui. Est-ce que vous avez, je sais pas, un sujet, une question que vous auriez aimé qu'on aborde ou que je vous pose? Non, je crois qu'on a assez parlé de nous. C'est horrible. On était là pour ça en même temps, vous saviez pourquoi on signait. Hein. Non, mais voilà, je pense qu'on a fait tout dit. En tout cas, on a essayé de transmettre ce qui nous passionnait. Et je sais qu'il y a des choses qui nous passionnent. On a certainement oublié plein de choses, mais en fait, une seule chose que je voudrais que les gens comprennent avec les réseaux sociaux, on a noyé sur une masse d'informations. Et ça, même nous, parfois, on a du mal à le faire, mais c'est d'aller se plonger aussi dans les univers des autres. Nous, c'est ce qu'on aime beaucoup faire. Avec des collaborations, avec des échanges et avec nos clientes, on échange beaucoup en message privé et tout ça. C'est d'aller se baigner aussi dans les univers des autres et d'être un peu plus curieux que la façade Instagram, quoi, parce que on n'a pas le temps de partager tout sur Instagram, mais il y a d'autres choses à découvrir dans notre site, avec nous en direct, voilà quoi. Donc c'est ça, ça sera le mot de la fin pour moi. Merci. Alors justement, donc on vous retrouve. On vous retrouve à travers évidemment la marque Tsae sur Instagram. T'en as parlé, mais pas que. Allez voir au-delà. Allez visiter le site. C'est tsae.com.fr. .com, très bien. Tsae.com où on retrouve du coup les bijoux, les prestations d'accompagnement. Parce que voilà, on a bien compris, je pense, après cet épisode, pour celles et ceux qui ne vous connaissaient pas, mais pour les autres, ils devaient déjà le savoir, que vraiment l'accompagnement, le mieux-être, le bien-être, vous tenez évidemment à cœur. Entre Jérôme le créatif et Mathieu le rationnel, peut-être, on pourra dire. Ça te convient comme définition? Donc, on vous retrouve sur Instagram et sur le site internet et au Tarot Festival. Oui, on va essayer de faire des choses aussi avant le Tarot Festival quand même. J'espère, je vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi d'avoir pensé à nous déjà. Avec plaisir, j'étais très content encore une fois, je le répète, mais de vous avoir tous les deux sur ce 6e épisode diffusé le 14 février. Vraiment, je trouve que les astres étaient alignés pour cet épisode spécial.
Merci. Merci à toi. Merci beaucoup, merci à toutes et tous et à très bientôt pour de nouveaux épisodes de Voyage en Cartothèque. Ciao, ciao.